Et à toutes, nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition de la Semaine des sciences et des technologies en République démocratique du Congo. C'est une occasion spéciale pour nous de pouvoir encourager et renforcer les capacités de la jeunesse estudiantine et professionnelle congolaise pour qu'elle soit apte à faire face aux réalités modernes du XXIe siècle. Et cela en vue de pouvoir participer dans une compétition globale sur le plan des emplois. Je suis professeur John Malala, je suis docteur en informatique et puis en communication électronique avec une spécialisation de recherche en système virtuel. Je suis professeur de nouvelles technologies de l'information et des communications à l'Université centrale de Floride aux États-Unis d'Amérique. C'est la deuxième grande université publique aux États-Unis. Et ça, pour nous, au fait, c'est une occasion spéciale pour nous de pouvoir vous encourager, comme j'ai dit, et nous voulons vraiment vous aider à participer dans une compétition globale. On nous parle de la jeunesse congolaise qui n'est pas bien équipée, bien préparée à faire face aux réalités modernes. Il y a des gens qui ne savent même pas comment saluer et comment, par exemple, faire des interactions dans le monde professionnel. Alors, moi, je viens d'une université éminemment scientifique et technologique où j'enseigne la communication des réseaux informatiques et puis la production des logiciels interactifs multimédia. Je vous parle aujourd'hui du rôle de l'élite scientifique congolaise de la diaspora dans le mentoring de la jeunesse équipée pour répondre aux défis du XXIe siècle. Vous vous poserez peut-être la question de savoir, mais qu'est-ce que moi je veux dire par le mentorat ou le mentoring? Le mentorat, dans un sens vaste, c'est un processus par lequel un individu appelé le mentor guide la carrière et le développement professionnel d'un autre individu appelé les mentoré. Il y a le mentorat en lui-même est basé sur la confiance et le respect qu'on a vis-à-vis l'un et l'autre. Je vous donne un exemple pratique ce qui me concerne. Pendant que je vous parle maintenant, j'ai obtenu un congé sabbatique aux États-Unis de la part de mon université pour me permettre à pouvoir réfléchir par rapport à ma carrière et puis ma croissance professionnelle. Mais pendant ce même moment, il y a l'Université de l'Afrique du Sud, à Pretoria, qui m'a donné un contrat d'une année pour que moi je puisse aller faire le mentorat de leurs professeurs au département de communication. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je suis en train de former les professeurs d'université pour qu'ils puissent acquérir une connaissance et puis une expertise dans la façon de faire des recherches et de pouvoir enseigner certains cours pour qu'ils puissent aussi être à la hauteur d'autres professeurs dans un monde occidental comme l'Amérique. Il y a certains professeurs qui sont en train de bénéficier de mon expertise pour améliorer ou changer la direction de leurs recherches afin de pouvoir augmenter la productivité de leurs recherches et de leurs publications scientifiques. Voilà, ça c'est un exemple de mentorat. Et quel est le rôle d'un mentor donc, dans un contexte tel que congolais? Et nous parlons ici du rôle des mentors ou bien de ceux qui sont des mentors de l'élite congolaise, bien sûr, dans le mentorat des jeunes congolais. Et cela, d'abord, on doit dire d'une façon générale que le rôle du mentor, c'est d'aider les mentorés à quoi ça? D'accepter de prendre la responsabilité sur son apprentissage et son développement professionnel. Le mentor, à son tour, offre au mentoré un cadre ou un environnement sécurisant ou sauf qui lui permettent de pouvoir discuter des problèmes professionnels et aussi discuter les solutions appropriées aux problèmes présentés. La relation entre le mentor et le mentoré ne place aucune responsabilité sur l'un ou sur l'autre au-delà du développement professionnel. Nous avons aujourd'hui une jeunesse congolaise qui n'est même pas préparée. Je ne parle pas ici de diplômes. Les diplômes, vous en avez. Ils ont des diplômes universitaires, mais ils ne sont pas préparés à entrer dans le monde professionnel moderne,
ou même à pouvoir faire face aux réalités professionnelles de leur génération. Tout le monde veut avoir un titre académique au Congo pour le simple fait qu'on veut travailler dans des cabinets de ministres, dans des bureaux. On trouve des ingénieurs agronomes qui vont chercher du travail dans des cabinets de ministres au lieu de faire les travaux agro-pastoraux. Les jeunes gens considèrent que les métiers pour lesquels ils ont été formés sont des faux métiers. Ce n'est pas de leur faute, et je vais vous dire cela. Ce n'est pas de leur faute parce que ceux qui sont venus avant eux ont considéré l'agriculture et l'élevage comme étant de son métier. Et avec ces raisonnements, ils ont communiqué à la nouvelle génération ce même sens de dédain du métier qui devrait les aider à prospérer. Nous nous trouvons aujourd'hui devant le fait que les jeunes gens mémorisent des formules d'équations intégrales différentielles sans pour autant connaître leurs applications dans la vie courante. On retrouve par exemple des diplômés en droit, en mathématiques, en physique, en biologie, en chimie et autres qui ne peuvent pas défendre leur diplôme au-delà des territoires congolais, donc au territoire des frontières congolaises. Avec quelques exceptions, la plupart des scientifiques que l'on forme au Congo ne sont pas à mesure de monter même une usine. Je ne dis pas que cette expertise n'existe pas ou n'existait pas. Cette expertise existait pourtant dans le passé parmi les Congolais. On avait vu quand même ce que les Congolais ont fait dans le passé. Il y avait General Motors, il y avait Iveco, il y avait Goodyear, il y avait autres. Et nous devons signaler par contre que à travers le monde, ce sont des jeunes gens qui font la recherche et qui s'engagent dans l'innovation à laquelle le monde entier est en train de bénéficier. Les jeunes Congolais veulent seulement rester des consommateurs à perpétuel. Donc, à perpétuité. On se met sur Facebook toute la journée, mais on ne pense pas que soi-même, on peut aussi développer des applications qui peuvent être d'intérêt humain. Je vous donne l'exemple de Google. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que Google n'avait pas commencé comme une entité financière ou bien lucrative. C'était un travail de jeunes gens tels que Larry Page et puis il y a Sergey Brin qui étaient des étudiants qui faisaient leur thèse de doctorat à Stanford University, donc l'université de Stanford en Californie. Donc, à la recherche d'un thème ou des sujets de thèse, Larry Page était intéressé à explorer des propriétés mathématiques des World Wide Web, donc de l'Internet, pour voir comment est-ce que les liens travaillaient en vue de pouvoir créer tous ces genres de graphiques. Il a approché son mentor, il a approché son superviseur de la thèse, et le mentor l'a encouragé à pouvoir suivre cette idée, à pouvoir rechercher ce sujet. Voilà un mentor qui regarde Larry Page, qui veut faire des recherches, lui l'encourage et le guide. Larry Page se rappellera d'ailleurs plus tard et déclarera que le conseil de son mentor a été le meilleur conseil qu'il ait jamais reçu dans sa vie. Ça, c'est un exemple du rôle d'un élite scientifique dans le mentorat. Il guide, il voit quelqu'un a une idée et puis il donne des conseils. Mais il faut d'une part une culture selon laquelle les jeunes Congolais se décident à faire des recherches. Et d'autre part, avoir des mentors qui peuvent les aider à pouvoir développer des grandes capacités. Ça, c'est clair. On doit avoir une relation de l'un et l'autre. Alors, ceci ne peut pas avoir lieu si l'emphase au Congo est mise sur la vente et l'achat des syllabus au Congo. On ne peut pas avoir de bons mentors non plus si les professeurs sont des cumulards et n'ont pas le temps avec les étudiants qu'ils désirent engager à la recherche. On ne peut pas aller commencer à enseigner dans toutes les universités seulement pour le simple but d'avoir d'argent. Aussi, il faut dire que au Congo, on veut des raccourcis. On veut avoir l'argent très vite. Donc, le cas de Larry Page qui a créé Facebook, lorsqu'il faisait son projet de thèse, il ne pouvait pas s'imaginer que Google allait devenir ce qu'il est devenu à ce jour. Nous devons investir dans la connaissance, dans la recherche et dans l'innovation. L'élite congolaise et scientifique de la diaspora peut jouer un très grand rôle pour changer les mentalités des jeunes Congolais sur la recherche et l'innovation.
C'est ce que cette élite fait déjà en dehors du Congo. Mais elle doit trouver des moyens de pouvoir aider les jeunes Congolais à pouvoir s'épanouir et émerger. C'est très simple. Tout ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui, mais c'est sur base de formules de mathématiques. Envoyer des engins à l'orbite, c'est basé sur des équations mathématiques. Nous pouvons avec précision déterminer le jour, la date, l'heure à laquelle un engin va décoller ici et atterrir sur Mars, sur notre planète. Tout ça, c'est la mathématique, ce sont des formules. Et de toutes les ressources, sol et sous-sol qu'il y a au Congo, le soleil, les rivières, le fleuve, le vent, la forêt équatoriale, nous pouvons scientifiquement devenir le pays le plus développé au monde si nous nous appliquons à la recherche et à l'innovation. Donc, comme je disais, la communauté de la diaspora doit s'impliquer dans tout ceci. Quels sont les bénéfices du mentorat? Le mentorat a des bénéfices sur 3 niveaux. D'abord, il y a des bénéfices pour la personne mentorée ou l'étudiant. Il y a des bénéfices pour les mentors ou les superviseurs. Et il y a des bénéfices pour l'institution dans laquelle le mentorat est en train de prendre place. Alors, il y a les bénéfices pour la personne qu'on est en train de mentorer ou les mentorer, d'une façon générale, sans se limiter à la science et à la technologie. Les mentorés reçoivent l'aide de pouvoir résoudre des problèmes ou des difficultés afin d'être à mesure de pouvoir enlever des obstacles qui l'empêchent à atteindre des objectifs professionnels ou encore comment faire des choix appropriés dans la vie. Un autre bénéfice pour le mentoré, c'est que le mentoré obtient des opportunités de se connecter avec des personnes dans la vie du mentor, ce qu'on appelle en anglais le networking, et aussi reçoit des conseils sur comment élargir ses réseaux professionnels. Le mentoré aussi augmente la productivité à travers tout le spectre académique et aussi le mentorat l'aide à augmenter des ressources, à augmenter la gérance de ces ressources. Le mentoré reçoit le support dans la gérance des relations avec d'autres personnes. Et le mentoré prend l'opportunité de défier ses propres, ou encore son propre mode de réflexion et la réflexion de son institution. Il y a aussi des bénéfices de la part du mentoré en dehors de la science et de la technologie, surtout dans un contexte général. Le mentoré reçoit de la connaissance et une perspective sur comment les choses se passent dans le monde des affaires ou dans les contextes organisationnels ou institutionnels. Il ou elle apprend les valeurs et les objectifs de l'institution dans laquelle il travaille ou encore dans laquelle il veut évoluer. La personne qui donne la formation, qui aide ou encore le mentor reçoit aussi certains bénéfices. Par exemple, Léopold Sédar Senghor avait dit ceci que en m'ouvrant aux autres, Paris m'a ouvert à la connaissance de moi-même. En d'autres termes, il y a des bénéfices pour les mentors. Les mentors bénéficient d'un contact avec d'autres membres du corps académique et se familiarisent avec leurs problèmes et des difficultés dans des milieux académiques. Le mentor reçoit un nouvel apprentissage sur la base de l'expérience qu'il vit avec la personne qui est en train d'être mesurée ou mentorée. Il y a aussi la satisfaction de savoir qu'on a aidé quelqu'un qui va finir par réussir dans sa vie. Donc, voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. L'institution aussi a des avantages, dans ce sens que lorsque l'on trouve des gens qui sont en train d'émerger, des scientifiques qui sont en train d'émerger, le profil de l'institution est en train d'augmenter. Les gens commencent à voir cette institution avec beaucoup de respect et cela attire d'autres personnes à vouloir faire partie de votre institution. Donc, nous avons tout un avantage, tout un intérêt de pouvoir participer dans cela et nous allons attirer d'autres personnes et nous allons avoir la réputation, ce qui va faire que même les diplômes qui sont offerts par cette institution seront respectés à travers le monde. On va former des gens
qui ne sont pas seulement des mémorisateurs, mais plutôt des gens qui peuvent réfléchir et des gens qui peuvent faire une contribution nécessaire, une contribution importante dans la société, et le monde sera un meilleur endroit pour vivre. Dans tout ceci, je pense qu'il faudrait d'une part qu'il y ait une volonté de la part de l'institution de pouvoir préparer comme on dit, un plan de succession. Parce que vous savez, il y a dans certaines institutions, on trouve des professeurs qui ont vieilli, qui partent, qui disparaissent. Mais après eux, il n'y a pas de gens qui peuvent continuer le travail qu'ils étaient en train de faire. Le mentorat est nécessaire parce que ça nous permet d'avoir des jeunes professeurs, des jeunes chercheurs, des jeunes chefs de département, des jeunes doyens qui vont continuer le travail et maintenir le profil de notre institution et de notre société. Nous devons encourager cela, nous devons travailler de pair, nous devons travailler de concert, et les étudiants, donc en d'autres termes, et les mentorés, et les mentors, et les institutions. Les uns doivent mettre, par exemple, des ressources financières, des infrastructures. Les autres doivent mettre aussi l'effort de vouloir, la volonté de vouloir aider. Et aussi, on trouve que les mentorés doivent avoir confiance, choisir des personnes de confiance en qui ils peuvent croire, ils font foi, pour que ces personnes puissent les aider à pouvoir émerger. Si nous travaillons de cette façon-là, si chacun de nous a le souci d'un plan de succession, de la réussite, de l'innovation, de la recherche, de la productivité pour le Congo, alors nous allons tous travailler pour un Congo meilleur. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit aujourd'hui comment on le fait, mais je vous ai dit du rôle, de l'importance. Cela nous donnera un plan de succession, un programme de succession pour que nous puissions continuer à avoir de génération en génération des experts, qu'on ne dise pas qu'à l'époque il y avait ceci, mais aujourd'hui il n'y en a plus. Voilà, chers collègues, voilà, chers amis, voilà tout le monde, tout ce que je peux vous parler aujourd'hui. Nous avons tous ceux parmi nous qui sont dans la diaspora, surtout l'élite professionnelle, académique, scientifique, technologique. Nous avons un rôle à jouer au Congo, et les Congolais aussi doivent aussi montrer qu'ils ont besoin de cette intervention pour que nous puissions les aider. Je vous remercie.